Alors bonjour Anna, bonjour tout le Bonjour monde. Frédéric. Alors Bonjour. aujourd'hui on a le plaisir d'avoir Anna, donc elle va se présenter, hein, c'est la brand ambassadrice, quoi, je vais dire le terme exact, hein, donc pour te Et oui. présenter, hein. Et donc je suis ravi de faire cette maison, c'est une maison que j'ai visitée il y a environ 2 ans. J'ai eu vraiment un réel coup de cœur et ça fait partie du fleuron du top 5 des grandes maisons de Porto. Donc, on va faire une très très belle dégustation. Je vais vous présenter les Portos et les vins qu'on va déguster par la suite. Donc, Anna, je te laisse te présenter et puis vas-y. Parfait. Bonjour à tous, bon dia. Aujourd'hui, je présente Quinta do Noval depuis Porto, depuis Portugal. Et on a 3 cuvées à déguster. Un vin rouge fait dans la région par Quinta do Noval et 2 Portos de style très différents. On va découvrir pourquoi ils sont si différents. Moi, je m'occupe de tous les domaines d'AXA Millésime. Je suis brand ambassadeur, ça veut dire que je présente les domaines du groupe aux amateurs, aux professionnels, lors de webinars en 2020 surtout, et aussi lors des dîners onologiques. On avait fait un au mois de juillet avec Frédéric dans la région parisienne. Et je fais aussi des formations pour les restaurateurs, pour les cavistes. Je pense que j'ai une photo, si j'arrive à changer de… Ça Ouais, change je vais le pas de… faire. Ah, voilà. Donc voilà, vous avez sur la droite notre directeur, Christian Silly, le directeur du groupe AXA Millésime, qui est un groupe de vignobles d'exception qui compte aujourd'hui 8 vignobles, que ce soit en France, au Portugal, en Hongrie et aussi nous avons un domaine en Californie. Et vous avez aussi Carlos Agrelos, qui est le directeur technique, donc l'œnologue, chef de Quinta do Noval, dans le Douro. Et moi, à gauche, en train de déguster des vins portugais dans la salle de dégustation à la Quinta. À l'origine, j'ai étudié l'œnologie, j'ai un diplôme d'œnologue et j'ai travaillé dans la production. Et plus tard, je me suis plus axée vers la communication et la présentation de nos domaines. Vous avez une carte avec tous les domaines d'AXA Millésime pour vous montrer où on est situé. Donc, nous avons bien sûr Quinta do Noval au Portugal, ça va être le focus aujourd'hui. On a aussi Pichon-Baron à Pauillac, c'est le siège d'AXA Millésime. C'est un très beau château style Renaissance qu'il faut absolument visiter dans le Médoc. On a aussi Château-Sud-du-Roi à Sauternes. Nous avons Domaine de l'Arlot, si vous êtes amateur de Bourgogne, à Nuits-Saint-Georges, au cœur de la Côte de Nuits. Et Dishnoke à Tokai, avec des très bons vins à sous. Il y a un webinaire là-dessus d'ailleurs, fait Allez, oh par là. fait par mon collègue Laszlo, le directeur de Dichneke, qui a présenté cette région UNESCO en Hongrie. Et nous avons, pour finir avec le portfolio, nous avons aussi Outpost en Californie. On a investi à Napa Valley en 2018 avec un petit domaine de 10 hectares dans la sub-région de Howell Mountain. Un très beau terroir pour le Cabernet Sauvignon. Donc, ce que ces domaines ont en commun, c'est que ce sont à chaque fois des très grands terroirs et souvent des domaines avec beaucoup d'histoire, comme vous allez voir avec Quinta do Noval, qui produit des grains Porto depuis plus de 3 siècles. Donc, on a beaucoup d'expérience dans la production de Porto. Si on change de slide, je vais vous montrer le domaine. On va voyager un petit peu. Donc, on est au nord du Portugal. Je pense que certains d'entre vous ont déjà visité peut-être Lisbonne, peut-être Porto. Et souvent l'Algarve, où sont les plages tout au sud. Mais le Douro vaut absolument le détour. On est tout au nord, à peu près 1h30 en voiture depuis Porto. Et maintenant, ça se fait facilement. Il y a l'autoroute. Donc, c'est assez simple d'y accéder. C'est une région très ancienne. On a un AOC qui était déjà délimité en 1756. Donc,
un des plus anciens AOC au monde. Et cette région est à côté du fleuve Douro. C'est un fleuve qui commence en Espagne et qui traverse plein de belles régions viticoles comme Ribera del Duero, Toro, et après il rejoint l'océan dans la ville de Porto. Et cette ville a donné le nom au vin. Donc le Porto s'appelle Porto à cause du nom de la ville d'où il était exporté au XVIIIe et XIXe siècle. Souvent, il était exporté en bateau et les négociants étaient basés dans cette ville de Porto. Aujourd'hui, on fait tout dans la vallée du Douro, donc à 1h30 de la ville. On fait tout depuis la viticulture jusqu'à la vinification, la mise en bouteille et l'export dans la vallée du Douro. On n'envoie plus nos vins en ville pour faire le vieillissement et l'export. Ça, c'était avant. Depuis les années 80, on fait tout au domaine, sur place. Donc, c'est vrai que, Anna, je t'interromps, mais c'est vrai que quand moi j'étais venu, c'est vrai qu'on a à Porto, tu as toutes les quintas qui sont les unes à côté des autres, en fait. Hein. Oui. Et on servait de ça, en fait, pour faire le vieillissement, justement, parce que tu peux peut-être expliquer l'histoire par rapport à l'Angleterre, en fait. Pourquoi on stockait tous les vins à Porto aussi. Donc, on stockait à Porto parce que les négociants étaient basés là-bas. Il y a plein de raisons. Il y avait des taxes avantageuses. Donc, pour les négociants, c'était plus intéressant d'être basé en ville. Et c'était pour l'accès à l'océan, parce que le vin était exporté par voie maritime. Donc, on envoyait nos vins surtout en Angleterre, en Irlande, en Écosse, dans les pays du nord de l'Europe, Hollande, c'était un gros marché aussi. Et beaucoup des familles qui produisaient du Porto avaient des origines anglaises, irlandaises, hollandaises. Même aujourd'hui, il y a plein de maisons de Porto qui ont des noms étrangers. Noval, c'est un peu une exception puisque c'était portugais. Au début, ça appartenait même à un prêtre d'un village à côté. D'accord. Donc, on était une quinta à 100% portugaise jusqu'au rachat par AXA Millésime en 93. Donc, Noval, c'est un peu à part en termes d'histoire. Donc, on est en plus une quinta qui travaille avec ses propres raisins. On a la chance d'avoir 145 hectares de vignes dans la sub-région de Simacorgo. Donc, sur la carte, vous voyez la région du Douro divisée en 3 sub-régions. Le plus on se rapproche de Porto, le plus frais et le plus de pluie on va avoir. Et le plus on se rapproche de l'Espagne, dans le Douro supérieur, le plus sec et le plus chaud il va faire. Et nous, on a un emplacement parfait parce que c'est le juste milieu. On a la bonne température, la bonne pluviométrie pour faire du Porto. Donc, on a un climat assez chaud, assez sec, mais on n'a pas besoin d'irrigation. On a quand même assez de pluie pour pouvoir faire pousser la vigne sans irriguer. Et c'est une région très pentue avec des très belles expositions au soleil. On a des pentes assez impressionnantes. Si vous avez le vertige, le Douro, c'est une épreuve parce qu'on travaille dans des conditions très pentues sur des terrasses en schiste, comme vous allez voir sur les photos d'après. C'est un paysage assez incroyable. Et ce sont des terrasses, elles aussi classées UNESCO. Il y a plusieurs zones viticoles qui sont classées au patrimoine mondial. Et le Douro est classé depuis 2001. Vous voyez, c'est un paysage très impressionnant, assez magique. Ça, c'est notre domaine. Donc, on voit la quinta, c'est là qu'on reçoit. On fait des dégustations, des déjeuners. Donc, on est ouvert au public. Vous êtes assez en hauteur, hein, vous êtes vraiment au sommet de Pinao. Hein. Oui, vous êtes à combien d'altitude? On est à 350 pour la maison, mais on est à 500 pour le point le plus haut dans notre vignoble. On a l'impression que c'est encore plus haut quand on regarde les photos parce que c'est tellement pointu qu'on a l'impression d'être plus haut. Mais au niveau du fleuve, on est à 50 mètres et on a des vignes qui vont de 50 mètres jusqu'à 500 mètres. D'accord. On a des différences d'altitude assez impressionnantes. Donc là, vous voyez les terrasses en schiste
c'est des sols pauvres, caillouteux et donc parfait pour faire du Porto qui est un vin muté où on a besoin des belles maturités, une couleur foncée, d'arômes assez intenses et concentrés pour faire des Portos qui vont vieillir pendant des années, que ce soit en bouteille ou un barrique. Donc, on a besoin de fruits très mûrs et très concentrés. Et donc, sur ces terrasses en schiste, on arrive à avoir ces maturités. Donc, voilà la maison principale. J'ai déjà un peu dit Quinta de Noval produit du Porto depuis plus de 300 ans, depuis 1715. Donc, on a fêté nos 300 ans en 2015 et là, on est à la vendange numéro 350 Ah ouais, c'est énorme. d'histoire. Et on porte le nom de notre vignoble. Pourquoi j'ai marqué ça spécifiquement? Parce que beaucoup de domaines qui font du Porto portent le nom de leur fondateur. Par exemple, je vais donner des exemples, Mr. Sandman ou Monsieur Grams ou Monsieur Taylors. Nous, on ne porte pas le nom du fondateur, on porte le nom de lieu-dit du vignoble. Noval, c'est le nom de la terre où on est, localisé. Noval, c'est un mot qu'on ne peut pas traduire. C'est le nom de cet endroit, de cette colline où on produit nos très bons vins. Et ça veut dire beaucoup sur nous, sur notre philosophie, sur la façon de travailler. On est très lié à notre vignoble et on fêtue de janvier à décembre. On n'est pas que assembleur, on n'est pas que exportateur de Porto, on est producteur du début à la fin. Ah ouais. Très grand producteur d'ailleurs, très qualitatif. Au Portugal, on est un peu considéré comme le Ikem du Douro ou le Château Latour du Douro. On est parmi les meilleurs producteurs de Porto dans le pays. Ouais. Alors moi j'avais visité aussi j'étais venu chez Noval et c'est vrai ce que j'avais remarqué c'est qu'il y a beaucoup de structures comme Ramos Pinto, des choses comme ça qui sont pas forcément en fait sur Pinao. Hein, donc justement qui sont sur le Douro supérieur avec quelques domaines. Comme Grams aussi, comme toutes ces structures en fait sont pas forcément localisées à Pinao. Pas forcément, ces structures, ils vont avoir plusieurs quintas. Ils vont avoir une quinta, c'est un domaine. Ils vont avoir plusieurs domaines et en plus, ils vont aussi acheter du raisin à plein de petits viticulteurs. Donc, ce sont des structures un peu différentes. Noval, c'est ce qu'on appelle en anglais, on a beaucoup d'influences anglaises dans cette région, comme j'ai dit, une single quinta. Donc, un domaine unique. Un monopole quoi, c'est plus un peu l'idée un peu du domaine bourguignon quoi. Exactement. Et donc, on a 145 hectares de vignes. Elles sont qualifiées A. La lettre A, ça veut dire que c'est la plus haute qualité. Les vignes sont qualifiées de A à F et pour nous, tout est A. C'est par rapport à l'exposition, au sol, à l'altitude, etc. Et on travaille avec les cépages portugaises. Donc, pour faire du Porto, c'est interdit d'utiliser des cépages étrangers. On ne peut pas mettre du Cabernet ou du Merlot dans un Porto. Pour les vins rouges, c'est différent. On a le droit d'utiliser des cépages étrangères. Mais pour le Porto, c'est beaucoup de Touriga Nacional, de Touriga Franca, de Tinta Roriz. Ce sont des cépages autochtones. Donc, qui sont habitués à la chaleur, qui sont habitués au climat portugais et aux conditions du Douro. Et ça veut dire des sols très pauvres, très caillouteux, où on va avoir des rendements très faibles. On produit des petites quantités dans ces parcelles. Des vendanges manuelles, la taille, c'est fait à la main aussi. Et la plupart des travaux restent manuels. Hein. C'est très traditionnel. Là, je vous montre une des seules parcelles qu'on peut mécaniser avec les petits tracteurs. Les petits chenillards, ouais. Les chenillards, oui. Donc, c'est des tracteurs adaptés qui sont tout petits et qui arrivent à monter la pente. Ah ouais. Donc, une viticulture assez traditionnelle. Et la vigne, généralement, les pieds de vigne ont quel âge, généralement, de moyenne sur le domaine?
Donc, on va avoir beaucoup de vignes qui ont été replantées dans les années 90 quand AXA Millésime a racheté, parce qu'il y avait besoin de renouveau. Il y avait aussi des soucis de virus ou de cépages qui n'étaient pas forcément adaptés à l'endroit. Donc, on a fait un gros travail de viticulture après le rachat, beaucoup d'investissements. Et ça veut dire qu'on a beaucoup de vignes qui vont avoir 30 ans, autour de 30 ans. Et après, on a aussi des vignes très anciennes qui datent des années 50, 60. Donc, la moyenne, on est autour de 35, mais c'est parce qu'on a beaucoup replanté dans les années 90. D'accord. Donc, on a fait ce travail de replantation. On arrive à un moment très intéressant parce que 30 ans pour une vigne, c'est un âge très qualitatif où on a de la qualité et de la quantité encore. Alors que plus tard, quand la vigne commence à vieillir, quand elle arrive à 50, 60 ans, elle commence à produire très, très peu. Alors, c'est quoi le rendement sur les Thuringia et tout ça? C'est quoi les rendements moyens que vous avez? On va être à 30, 35 hectolitres hectare. La limite de l'AOC est plus élevée. On pourrait faire plus, mais c'est très difficile avec les sols qu'on a et le climat qu'on a de faire plus que ça. Donc, c'est des petits rendements. Je compare, juste pour donner une ordre d'idée, la Champagne, c'est plutôt à 70 à 80 hectos. Ouais, voire plus. On parle en tonnes et en kilos. Plus, oui. Je suis gentille. Au Portugal, on est plutôt au Portugal. Enfin, dans le Douro, on est plutôt à 35, 40 pour les blancs un petit peu plus. Donc, je pense qu'ensuite, on va parler de notre vin rouge. On va commencer à déguster. Sur le slide d'après, vous avez la cuvée Cedro. J'essaie de montrer l'étiquette. Voilà, Cedro do Noval. Cedro, c'est un hommage au cèdre centenaire que vous voyez sur la photo. On a un arbre ancien, assez incroyable. Sur notre... Voilà. Donc, c'est une cuvée qui va assembler des cépages portugais comme la Touriga Nacional et la Touriga Franca et le Tinto Cão. Vous avez l'assemblage sur le slide avec la Syrah. Donc, on a planté de la Syrah au domaine en 2000 parce que notre onologue est fan et parce qu'on a des sols de schiste comme dans le Rhône où il y a beaucoup de Syrah. Donc, on a testé et la Syrah s'est bien adaptée au Douro et elle donne une touche d'épices à notre assemblage. Donc, on va avoir un vin rouge assez solaire qui sent les fruits mûrs, qui sent la réglisse, les mûres, mais en même temps qui a une touche de poivre noir qui vient de cette Syrah. On a ce côté un peu épicé qui arrive, qui rehausse un peu. Ouais. On a un beau nez, hein, c'est très expressif. Moi, j'ai ouvert la bouteille il y a une demi-heure. Température de service entre 16 et 18 degrés maximum pour ces vins rouges, comme pour tous les vins rouges. Hein. Et donc là, je trouve qu'il s'est bien ouvert. Je pense que c'est un vin qui a besoin d'ouverture, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, ne serait-ce. Oui. Donc, je l'ai servi au corps à vin pour pouvoir réutiliser la bouteille et je l'ai servi 30 minutes avant. Je pense que si on ouvre la bouteille une demi-heure avant le repas, c'est une bonne idée. Ouais. C'est un qu'on peut boire avec une cuisine aux herbes. Je pense à une cuisine du sud de la France. Si on a du romarin, du thym, ça va très bien avec ce style de vin. Au Portugal aussi, on cuisine avec ces herbes. Une cuisine aux olives noires, ça peut se marier très très bien avec Cedro. Donc je pense toujours à une cuisine un peu méditerranéenne, voire italienne même, ça va très bien avec les plats à la sauce tomate. C'est un plat simple qui marche. Cedro avec des lasagnes ou des cannelloni. C'est goûteux, hein, c'est juteux même, hein, on va dire. Hein. C'est vrai que pour ceux qui regardent le webinaire, souvent, Porto, c'est assimilé au Porto qui est dans le meuble en bois. Hein. Je vais donner vraiment le cliché de l'appellation Porto. La mamie qui a son Porto à côté de. C'est quoi la marque qui vaut 5 € là, qu'on retrouve dans les supermarchés là? Ah, je peux pas. Je peux pas. Accusé. T'as pas le droit de dire.
Non, mais c'est vrai Non, qu'on a mais le Porto Portman ou on des sait. choses comme ça. Là, on a souvent le Porto qu'on retrouve voilà, dans les rayons. Et puis, le cliché du Porto bah, voilà, qu'on peut laisser vieillir, qu'on va boire pendant entre 6, 8 mois, voire 10 ans plus tard dans le meuble. Alors, le Porto, c'est plus ça. C'est fini. C'est Maintenant, fini, là, on est oui, chez voilà. Noël. Un Porto, c'est pas uniquement un vin muté. On peut faire aussi des vins secs. Hein. Qui dit vin sec, ça veut dire que c'est un vin qui a fait totalement sa vinification, hein, qui est sec. On n'a pas eu d'alcool vinique à l'intérieur. Et donc, du coup, on est sur une fermentation totale, en fait. Et donc, du coup, tout, tout le sucre a été totalement transformé. Et donc, du coup, on est sur un vin sec. C'est pour ça que là, on est sur un vin qualité. On est sur un millésime 2017 hein, et puis on peut avoir plusieurs cépages. Et c'est pour ça qu'on peut d'ailleurs avoir de la fameuse Syrah en fait dans ce vin, parce qu'on n'est pas en Oui, classification Porto. on n'est pas en classification Porto, on est en classification, bon, on dit Doriens, ça veut dire qu'il vient de Douro. C'est un vin rouge de Douro. C'est un vin vinifié de façon assez moderne, en cuve inox, et qu'après passe 10 mois à un barrique de chêne français avec un petit peu de bois neuf, mais pas trop. C'est un vin qui n'est pas boisé, qui est surtout sur le fruit et je dirais très solaire. Et on est à 14 degrés alcooliques. Alors c'est vrai qu'on a toujours aussi l'image du Porto qui est à 18, 19, et c'est tout simplement parce qu'on arrête la fermentation, on met de l'alcool dedans. Là, on est à 14 degrés. Hein, une fois de plus, c'est un vin qui a fait sa fermentation. Et de fait d'être peut-être aussi c'est sur quel versant en fait? Et si on est un peu en altitude, les raisins, ou comment ça se Alors, passe? c'est vrai que pour les vins rouges, on va plutôt choisir des parcelles plus fraîches. Alors que pour les portos, on peut choisir des parcelles où il fait très chaud et qui sont exposées sud. Donc pour les vins rouges, on va plutôt choisir des parcelles exposition nord, nord-est, nord-ouest et des altitudes importantes. On va dire à partir de 300 mètres pour avoir un peu de fraîcheur. 2017, on a un alcool un petit peu plus élevé, on est à 14%, mais ça se ressent pas, c'est tout en harmonie. Mais parce que c'était un millésime chaud, un millésime précoce. On a vendangé fin août. C'était un millésime avec des températures élevées pendant le mois de juillet-août. Ouais. Alors, en tout cas, c'est très bon, c'est goûteux, c'est juteux, c'est pas trop tannique. Hein, c'est un beau fruit en finale et il n'y a même pas d'amertume, il n'y a pas d'astringence. Hein, Il c'est est prêt à super fin boire. et délicat. Ouais, c'est prêt à boire. C'est vraiment. Ouais. Et ce que tu disais sur un gigot d'agneau ou un carré d'agneau un peu persillé comme ça ou avec un peu de romarin, là, ça ira très très bien. Avec une compotée un peu d'ail aussi, ou des ails un peu avec de l'ail aussi cuit au four, ça ira très très bien. Tout ce qui est olive aussi, ce que tu disais, hein, ça matche bien. C'est un beau vin de repas déjà. Hein. On est sur un vin de Oui. gastronomie. Non, c'est très bon. C'est très bon. C'est une cuvée que j'avais dégustée au domaine, moi. Je me souviens, il y a 2 ans de ça. Au domaine, Euh, c'est encore meilleur. Hein. Ah oui, bah on rêve au domaine, hein, c'est toujours meilleur au domaine. Hein. En plus, on a les paroles de l'œnologue, on a la visite, on a tout ça. Donc. Oui. Alors, c'était un vin que j'avais beaucoup aimé aussi, que je vais référencer, que vous retrouverez. Donc, on va pas parler de tarifs aujourd'hui, mais vous retrouverez tous ces vins, bien sûr, sur la boutique Vin et Conseil Shop. Parfait. Voilà. Un peu de vendange et maintenant de Porto. Donc, on a goûté un vin rouge. C'est une vinification moderne, comme on avait dit. Maintenant, on va passer au monde des vins mutés, au monde du Porto. Donc, au début, bah, ça se passe comme une vendange classique. On récolte les raisins mûrs. Attention, le Porto n'est pas fait avec des raisins surmûris. Ce n'est pas un vendange tardif, pas du tout. Donc, on va vendanger presque au même moment qu'on vendangerait pour un vin rouge. Ça reste très traditionnel avec les hommes qui portent les caisses de raisins. On utilise des caisses de 20 kilos à peu près. Et on fait bien sûr des vendanges manuelles pour pouvoir sélectionner dans la vigne les belles grappes. Donc, ensuite, on va faire un tri. Quand on arrive au chai, on va éliminer les raisins qui sont peut-être un peu flétris ou les feuilles qui viennent avec quand on est en train de vendanger vite. Et là, sur la photo, vous avez par exemple du Toriga Nacional. C'est une de nos plus belles parcelles.
c'est une photo que j'ai prise. Et c'est pas la vendange 2020, c'est la vendange 2019. Parce que vraiment, vous voyez juste en regardant les caisses que ce sont des très belles grappes avec une peau concentrée, des petites baies, mais avec déjà une belle forme, une belle couleur. Voilà. Donc après, on va faire, comme je disais, la sélection. C'est manuel. Vous avez notre maître de chez Ozenda qui est sur la table de tri en bleu en train de choisir. Et après la sélection, on va remplir nos cuves qui sont des cuves traditionnelles. Donc pour le Porto, on ne va pas vinifier en inox, on va vinifier dans des cuves en granit, en pierre. Et ce sont des cuves qu'on appelle lagar en portugais. Ça ressemble un peu à une piscine de raisin. Et on va remplir ces lagars à peu près jusqu'au, on va dire, au niveau des genoux pour plus tard faire le foulage à pied. Donc, je vous ai mis quelques photos du foulage parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Et si vous pouvez l'essayer une fois dans votre vie, je recommande. C'est vraiment un moment unique où on participe à la vinification. On participe à 100%. Donc, le foulage, c'est un moment où on passe de grappes entières à jus. Donc, ils sont en train de fouler des grappes entières, avec rafle, avec tout. Pour faire Alors, du porto. Anna, juste par rapport au foulage, tu peux peut-être expliquer aussi que c'est pas classique et évident dans toutes les quintas en fait. Hein. Tout le monde ne fait pas ce fameux foulage au pied, hein, donc encore traditionnel. On le fait toujours à Noval pour tous nos vins à partir du niveau LBV. Donc, pour l'LBV, pour le Tawny d'Ixan, pour le Colheita, tout a été foulé au pied. Mais c'est vrai que dans beaucoup de maisons qui vont faire des grandes quantités, plus de volume, ils vont utiliser plutôt des cuves inox avec des pigeurs automatiques ou alors des robots d'épigeage qui vont imiter Dans le l'effet lagar. dans la gare, exactement. Donc, il y a l'option robot, il y a l'option cuve inox avec des pigeurs, c'est des robots aussi, et il y a l'option pieds nus, c'est l'option traditionnelle et c'est ce qu'on préfère. C'est pour des raisons pour garder la tradition, mais c'est aussi pour la qualité, parce qu'on a une extraction très souple. Le pied va jamais écraser les pépins. Donc, on n'a pas de risque d'avoir de l'amertume. Quand vous goûtez un raisin, vous savez que le pépin est un peu amer, il est tannique. Quand on croque le pépin du raisin, on a un petit peu d'amertume. Alors, quand on fait le foulage au pied, il n'y a pas d'écrasement des pépins, il n'y a pas d'amertume. Donc, on trouve aussi que c'est une façon très qualitative d'extraire les arômes, la couleur, pour faire des grands portos. Donc là, vous avez une équipe à Noval, ils vont fouler de 20h à 23h, c'est notre horaire de foulage, toujours le soir. On remplit les cuves la journée, on fait le foulage le soir. Et on va faire le foulage tous les nuits pendant 1 mois et demi de vendange. Donc ce n'est pas juste du folklore, hein. C'est un travail et comment dire, c'est un peu de sport aussi. Ça fait comme aller à la gym. C'est très bien pour les jambes, ça fait des belles jambes. Donc ensuite, le raisin va fermenter dans ces lagars. Je pense sur une autre photo des lagars. Donc vous voyez, c'est pas très profond. On a beaucoup de superficie de contact entre les peaux du raisin et le jus. Donc on va extraire assez vite. Par rapport à une cuve inox, on va extraire un peu plus vite. Et le raisin va fermenter naturellement avec des levures naturelles qui sont dans la peau du raisin pendant 3-4 jours. Et pendant ces 3-4 jours, on prend des échantillons, on déguste, on mesure combien d'alcool il y en a dans le mou en fermentation. Et quand on arrive à peu près à 6-7% d'alcool dans le mou, on va rajouter de l'eau de vie vinique, donc un alcool très fort, mais assez neutre. On va rajouter une eau de vie vinique et ça va arrêter la fermentation. L'eau de vie est tellement puissante, elle a 77% d'alcool, que les levures vont devenir inactives. Enfin, les levures, elles s'arrêtent. Et donc, la fermentation s'arrête
et on arrive à un Porto qui va avoir autour de 19% d'alcool et du sucre résiduel. Un Porto va avoir un petit peu moins de sucre qu'un Sauterne ou qu'un Tokai. On est à 80-100 grammes par litre de sucre. C'est moins qu'un jus de fruits aussi. Donc, ne pensez pas que c'est trop sucré. Ça, c'est faux. C'est une perception. Le Porto a autant de sucre qu'un Coca, même moins de sucre qu'un Coca. Donc, moi, je dirais, ouais, beaucoup moins. C'est pas si sucré. Voilà. Et donc, quand je présente le Porto, j'aime bien donner quelques informations clés. C'est ce que j'ai dans le slide d'après, parce qu'il y a beaucoup d'a priori, comme tu disais, Frédéric, avant, les gens le gardent à côté de la cheminée, alors à côté du four. Ils le traitent comme un spiritueux parfois. Ce n'est pas un spiritueux, c'est un vin. C'est un vin qu'il faut servir frais, qu'il faut servir entre 12 et 14 degrés, sorti de la cave à vin, par exemple. C'est un vin qui a entre 19 et 22% d'alcool, certes, donc il faut faire un petit peu attention parce que c'est quand même un petit peu plus fort. Et c'est un vin d'assemblage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'a pas de Porto monocépage. On ne peut pas avoir un Porto fait avec 100% Tinta Roriz, par exemple. Non, c'est toujours un assemblage de plein de cépages portugais. Voilà. Donc, le Porto peut être aussi blanc ou rosé, mais la grosse majorité, c'est du Porto rouge, comme celui qu'on va déguster aujourd'hui. C'est des Porto rouges de style Ruby ou Tawny. J'expliquerai plus tard les différences. Ouais, tu expliqueras les classifications par la suite parce que ça, c'est très important. Encore cette semaine, il y a une personne qui voulait m'acheter du Porto. Il dit, écoutez, moi, j'y connais rien en Porto. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le Porto? Alors, c'est vrai qu'il y a un peu deux écoles au Porto. Il y a les rubis, il y a tous les qui sont très gourmands, très fruités et tout ça. Et après, tu as tous les tawny, en fait, les 10 ans, 20 ans, 30 ans, où tu as des arômes. Les robes sont complètement différentes. On arrive sur des robes un peu tuilées et puis des arômes complètement différents. Et c'est vrai que le consommateur final aussi n'arrive pas à dissocier les deux grandes familles de Porto, voire les trois grandes avec le Colheita, qu'on va voir ce soir aussi. Et c'est vrai que sur le cahier des charges, c'est peut-être le manque d'informations qu'on a, en fait, nous, Français, consommateurs, quoi, par rapport au Porto. C'est vrai qu'il y a beaucoup de… il faut un petit peu de… soit quand on visite le Portugal, ça devient facile parce qu'on a goûté, on connaît. Quand on ne connaît pas, on peut être un peu perdu face à tous les styles de Porto qui existent. Mais je vais vous expliquer simplement la différence la plus importante. C'est la différence entre le style Ruby et le style Tawny. J'en ai les deux. Voilà. J'ai un Ruby LBV. C'est le premier Porto qu'on va déguster. Je vous ai mis la fiche technique aussi sur le slide. Voilà, c'est celui-là. Hop. Là, on est dans la famille des rubis. Et qu'est-ce que c'est un rubis? C'est un Porto qui a passé 4-5 ans en foudre dans des grosses barriques et après, il a été mis en bouteille. Donc, c'est un Porto qui va garder une couleur rouge foncé, une couleur rubis, c'est pour ça qu'il s'appelle rubis, et qui va garder des arômes de fruits rouges, fruits noirs frais, des arômes de cerises, des arômes de mûres, et parfois de framboise aussi, ça dépend des styles. Donc, c'est des Portos qui gardent les arômes de fruits frais et qui ont fait qu'un passage assez court dans des gros foudres en chêne. Voilà. Donc là, dans l'LBV 2014, on va avoir un vin qui a passé 5 ans en foudre et qui n'est pas filtré. Donc, si vous regardez l'étiquette, c'est marqué unfiltered, pas filtré. C'est un vin qui va avoir un petit peu de sédiment. Alors après quelques années en cave, par exemple, il arrive qu'il ait un petit peu de dépôt au fond de la bouteille. C'est pas grave. En fait, en gardant le sédiment, le fait de ne pas filtrer le vin va nous permettre de mieux le vieillir en bouteille. Il va avoir plus de corps, plus de matière. Et comme ça, il va continuer à évoluer en bouteille. Donc, un LBV, si vous le souhaitez, vous pouvez le vieillir chez vous, en cave, je dirais pendant 10-15 ans, il n'y a pas de problème. Ou si vous souhaitez le boire jeune, vous pouvez aussi. On a le choix. Si vous préférez les goûts, les arômes de fruits frais,
de cerises fraîches, il faut le boire maintenant. Si vous préférez les arômes de vieillissement, bah on attend 4-5 ans et on commence à voir. Ouais. Alors juste, excusez-moi Anna, parce que juste à partir du moment où on a ouvert la bouteille, par contre, il faut commencer à le consommer. Hein, parce Oui, que il faut pas l'attendre 4-5 ans. Hein, parce que souvent dans la tête des personnes, le Porto, on peut le mettre en armoire et puis le conserver. Quand on est dans la famille des rubis, moi personnellement, ce que tu disais, la température de service est très importante, 12-14 degrés. Donc vous pouvez très bien le mettre éventuellement au frigo, là il bougera pas, et puis le sortir bien avant pour le mettre en température. Alors le LBV, qu'est-ce que tu recommandes en ouverture? Une fois qu'il est ouvert, combien de temps on je peut le dirais conserver? que vous avez une semaine et demie pour le boire. Ça ne devrait pas poser de problème. Oui, mais Voilà. tu vois, ça, rien que ça, c'est un élément très important parce que, une fois de plus, il faut consommer du Porto, en fait, les LBV, les rubis, comme des bouteilles de vin, en fait. Hein, donc, Oui. parce qu'il y a une La meilleure oxydation et puis il y a une façon, perte du fruit. Mm. oui, il y a une perte de fruits. Donc, la meilleure façon de savoir s'il est toujours en bon état, c'est vraiment de déguster. Il n'y a pas il y a pas d'autre secret. Souvent, il va tenir bien au frais s'il est soit en cave. Si vous n'avez pas de cave à vin, je dirais c'est mieux de le mettre au frigo que de le Ouais. mettre dans le. Ça, c'est sûr. Donc, si vous avez ouvert un LBV ou un Ruby simple, mettez-le au frais jusqu'au moment où vous finissez la bouteille. Vous avez à peu près une semaine et demie pour finir la bouteille. Ouais, et là encore, une anecdote de cette semaine, il y a une personne qui me disait, voilà, je voulais faire un petit cadeau, je voulais acheter une pompe à vin, une pompe pour aspirer, en Oui, fait. pour enlever. Et alors, c'est ce qu'il faut pas faire, par exemple, là-dessus. Pompe à vin et le garder à température dans la cuisine à 24 degrés, 23 degrés. Là, c'est vrai que là, vous allez tout de suite l'oxyder et c'est pas la meilleure des manières. Donc, si vous n'avez pas de cave à vin, si vous êtes en appartement, donc c'est vrai que le conserver au frigo sera à la limite la meilleure des Oui, oui, solutions pour c'est pas que mieux. ça s'oxyde. Et là, Je pour le l'ai fait. coup, Maintenant, j'ai plus d'espace, mais quand j'avais un appartement plus petit, je le mettais au frigo, c'est tout. C'est mieux ouais. que de Et là, pour le laisser. coup, c'est stabilisé et là, on peut le garder pas mal de temps quand même. Hein. Donc, à la Oui. différence. Oui, donc les tawny, on va y arriver. Par exemple, un Coletta, on a le Coletta 2005, c'est un tawny, c'est un Porto qui est dans la famille des tawny. La famille des tawny, une fois ouvert, ça tient jusqu'à 6 mois. Il n'y a pas de problème. C'est très résistant. Pourquoi? Parce que ce sont des vins qui ont été en contact avec l'oxygène toute sa vie. On les laisse dans des barriques qui ne sont pas complètement pleines, où il y a un espace et ils vont s'oxyder doucement. Et là, il n'y a pas de risque. Une fois ouvert, vous avez le temps de finir la bouteille. Mais avant de passer au Coletta, j'aimerais juste parler des moments de consommation. Je sais qu'en France, souvent, le Porto est consommé à l'apéritif et pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais on peut servir aussi en fin de repas. C'est ce qu'on fait le plus souvent au Portugal d'ailleurs. On sert souvent avec le dessert. Ça irait très bien avec un brownie, avec une forêt noire, des gâteaux un peu chocolatés. Et ça va très bien aussi avec des fromages pâte persillée, par exemple. Si vous aimez les bœufs, un LBV avec un bœuf, c'est vraiment une expérience mémorable. Ça s'accorde très bien le côté salé avec le côté sucré de l'LBV. Ouais, tout à fait, ouais. C'est un accord à essayer. Alors, On juste peut. pour Anna, juste avant de passer au Tony et puis au Coileta, pour expliquer, donc juste donc le LBV, hein, pour la note un peu de dégustation, c'est quand même c'est assez sombre hein, quand même. Hein, on est sur quelque chose Oui, d'assez c'est intense hein, Ruby quand même. français. Euh, c'est rubis, voilà. Par contre, il y a un nez là qui se dégage, c'est une corbeille de fruits. Hein. On a la cerise Bigarro, on a la mûre, on a vraiment pas mal de et c'est vraiment c'est goûteux, c'est suave quoi. Vraiment en bouche, c'est très très fin, très élégant. C'est un beau LBV. Hein. C'est vraiment moi c'est dans la catégorie là que je préfère le Porto. Quoique j'aime bien aussi les Coileta et puis aussi les Tony, mais avec des moments de mais ça sur un dessert, ce que tu disais, c'est parfait. Oui, Mmh. et c'est un best-seller pour nous, l'LBV. C'est la cuvée qu'on vend le plus avec le 10 ans d'âge aussi, parce qu'il a cette relation qualité-prix aussi qui est imbattable. On a une qualité de Porto très proche du style vintage, qui est le style, le summum du Porto, on va dire.
pour un prix qui reste abordable. Et on a cette explosion de fruits. C'est un Porto qu'on peut boire dès maintenant. On n'a pas besoin d'attendre un cave 10 ans, 20 ans avant de le consommer. Donc, l'LBV, c'est vraiment un vin qui plaît à tout le monde. Ah, c'est un très bon rapport aussi, hein, c'est vraiment très bon. Alors, juste, Anna, c'est très intéressant, et puis on va rester presque 3 heures hein, pendant ce GoTo webinaire, on ne l'a pas dit, hein, mais parce que tu as plein de choses à dire. Non, il nous reste 20 minutes, c'est pour ça, juste pour te situer. D'accord. Oui, donc je voulais vous montrer les différents types de foudre, enfin de barriques qu'on a au domaine. Donc pour faire le Porto d'Aldoro, on n'utilise pas de bois neuf. On peut utiliser du bois neuf pour nos vins rouges, comme le cédro, mais jamais pour les Portos. Ce n'est pas traditionnel d'avoir des goûts de bois neuf dans le Porto. Donc ce sont toujours des barriques très anciennes. Et quand je dis anciennes, on a des barriques des années 40. Certaines sont très très vieilles. Et ces barriques, on va les réparer. On a un tonnelier sur place, Seigneur Vitor, qui va réparer nos barriques. Il est toute l'année chez nous pour prendre soin de nos beaux foudres. Et on a différentes tailles. Vous voyez sur les images, il y a des versions plus grosses, donc les tonnaïches, je pense qu'on dirait foudre en français. C'est des gros formats qui vont faire 5 000 litres. Parfois, ils sont très gros, ils font 10 000, 15 000 litres. Il y a des très gros foudres au domaine. Et ce sont des foudres qu'on va utiliser pour les styles rubis, comme l'LBV qu'on vient de déguster. Donc, ce sont des gros formats et ils sont houillés. Donc, ce sont des foudres qui sont complètement remplis de vin. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'oxydation. Le foudre est complètement rempli toute l'année. On va rehouiller le foudre pour être sûr qu'il n'y a pas d'oxydation, qu'on garde le fruit noir, qu'on garde cette couleur foncée. Pour les tawny, le vieillissement est complètement différent. On va choisir plutôt des barriques petites, ce qu'on appelle des cascos en portugais. Ce sont des barriques de 630 litres qui ont une forme un peu de cigare, comme vous pouvez voir par exemple à Cognac. Les barriques de Cognac sont comme ça un peu aussi. Ces barriques, on ne va pas les houiller donc, tout le temps. On va avoir un petit espace. Elles ne sont pas complètement remplies. Et l'oxygène, doucement, va changer le vin. Et on va passer d'une couleur rubis à une couleur un peu orangée, un peu marron. C'est la couleur tawny. On ne voit pas très bien sur la vidéo. Mais si vous achetez un tawny d'Isin ou un Colheita, vous allez voir que la couleur est un peu orangée, un peu marron. Et en fait, c'est le style de Porto le plus consommé en France. C'est ce style-là, ce style un peu oxydatif avec des arômes de fruits secs. Voilà le 10 ans d'âge. Alors, moi, j'ai ouvert le 10 ans. Hein. C'est aujourd'hui, mais on peut vous montrer la couleur. Oui, voilà. C'est beaucoup plus clair par rapport. La couleur n'est pas du tout la même. Ah, donc là, on ne le voit pas bien. Hein, c'est dommage. Mais là, on voit déjà que c'est un peu moins intense. Regardez la couleur. Oui, ça, c'était le LBV, donc le rubis. Et donc là, on est sur le tawny 10 ans. On est plutôt sur des arômes, des couleurs un peu marron. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes robes. Hein. Et ça, c'est l'oxygène qui a doucement changé le vin. Et donc là, on est vraiment sur un autre vin. Hein. Donc, en termes de consommation, en termes de dégustation, température de service, c'est toujours à peu près la même chose. On peut le servir un peu plus chaud, peut-être celui-là, non? Donc, le LBV, c'était plutôt 12-14. 12-14, c'est bien. 12-14, c'est bien. Parce que aussi. Trop chaud, il y a l'alcool qui ressort. On est quand même à 19% d'alcool. Donc, il faut faire attention. Quand on refroidit, on ressent les arômes sans être dérangé par l'alcool. C'est ça qui est intéressant. Donc là, on est vraiment sur des arômes de mocha, on a vraiment des raisins de Corinthe, on a vraiment des choses, mais complètement différentes. On n'est plus du tout sur le côté épicé, le côté fruité, le côté cerise bigarreau. On est vraiment sur quelque chose. Voilà, c'est très beau, hein. Le nez. On est sur des vins plutôt de méditation, je dirais là. Hein. Donc. Des vins. On peut les accorder, bien sûr, mais c'est des vins qui se boivent tout seuls aussi, hein, qui
des arômes qui vont évoluer, qui vont changer avec le temps. Et ça, c'est intéressant à vivre. Ah, j'ai le Sinon, pruneau d'Agen, là, le pruneau oui, qui arrive surtout en bouche dans le 10 ans. Ouais, il est dominant, vraiment le pruneau. Hmm. sur le 10 ans, on a le pruneau et la noisette, je trouve aussi, au nez. Ouais, Là, sur le Colheita 2005, donc la différence, c'est que sur un Colheita, on est sur un vin qui est millésimé. Donc, c'est 5% la récolte 2005. Alors que sur le 10 ans, on est sur un assemblage de différents millésimes avec un âge moyen de 10. Donc, on a le droit d'assembler des millésimes. C'est un peu comme un alors, champagne. juste, Anna, excuse-moi, je te coupe, mais 10 ans, c'est minimum 10 ans. Ça veut dire qu'il y a des jus aussi qui C'est ont peut-être 13, c'est 14 pas le ans. minimum. C'est pas le minimum, c'est l'âge moyen. Donc, on peut utiliser des vins plus jeunes et des vins plus âgés. J'ai le droit D'accord, d'utiliser un vin qui a 9 ans et l'assembler avec un vin qui a 12 ans et un autre qui va avoir exactement 10 ans. L'important, c'est que l'âge moyen soit de 10 et qu'il ait un arôme typique et une couleur typique de 10 ans d'âge. On est jugé sur la typicité. Donc, tous les Portos sont dégustés par l'Institut du vin de Porto. C'est un peu un organisme qui va mhm, réglementer la production et il recherche aussi une typicité. Donc ça, c'est important ici, de maintenir un style. d'accord. Donc, tous vos portos, quand vous faites les mises en bouteille, vous devez les échantillonner, en fait, pour avoir l'agrément, pour avoir le 10 Exactement. ans, 20 ans, 30 ans. C'est Ouais, ça. Donc, déjà, ils connaissent notre stock parfaitement. Donc, tout notre stock il y a une traçabilité associée au niveau informatique. Et l'Institut du vin de Porto y a accès. Donc, ils savent exactement combien de litres on a de chaque millésime. Et ils savent combien de Porto 10 ans, par exemple, combien de litres sont allés dans l'assemblage du Porto 10 ans. Il y d'accord. a un vraiment important dans le Porto. Ah ouais. Et dans Produit le très 20 ans, et par exemple, dans le 20 ans et dans le 30 ans, vous pouvez descendre avec des toniques qui ont 10 ans ou même plus jeunes pour mettre dans le 20 ans? On peut pour rafraîchir, refrescar, pour rafraîchir, mais ça ne va pas être le cœur de l'assemblage. Le cœur de l'assemblage, il sera fait avec des vins qui ont, pour un 20 ans, qui ont vraiment 20 ans d'âge ou qui ont 22, 23, 24, on va dire. Mais on peut rafraîchir avec une touche de vin un petit peu plus jeune pour donner du peps au final, pour D'accord. venir rafraîchir. Ça, pour les vins de Porto d'assemblage, comme le 10, le 20 et le 40. Quand on regarde un Colheita, là, on a un vin millésimé. Donc, on n'a pas le droit d'assembler. C'est 100% les millésimes 2005 dans ce cas-là. Et là, on est en expression du millésime. On ne peut pas faire des assemblages. Voilà. Et donc, vous faites des colheita, c'est généralement combien par décennie? Vous faites combien de… 3, 3, 4. Pas plus? Hmm. On a fait 2000, on a fait 95, 97 aussi. On ne fait pas tous les ans. Il faut que ça soit un millésime harmonieux, qui soit tellement parfait qu'on n'a pas envie de l'assembler. Il faut que ce soit un millésime un peu d'exception. Hmm. Donc, Alors, le c'est un… colheita, c'est la bouteille qu'on a dégustée pendant la masterclass qu'on avait fait Oui, ensemble, donc au mois de juin. Donc, ce qu'on disait avant, quand on préparait un peu le webinaire, c'était l'un des seuls événements qu'on a pu faire en fait cette année, hein. Donc, entre autres toi, parce que tu fais beaucoup de web et des choses comme ça, mais en présentiel, hein. Donc, tu étais un venu et puis on avait présentiel, présenté. un des seuls. Tu avais présenté Dishnoko, donc le Tokai, tu avais présenté Pichon Baron aussi, après on a fait Oui. Suduero aussi en Sauternes, et on avait fini sur Koileta. Et donc là-dessus, on avait fait un super accord mets et vin. Il y a Cédric Turmel qui était venu avec ses chocolats. Et donc là-dessus, on avait fait des chocolats, une dégustation de chocolat Madagascar, Équateur, Sao Tomé, qui allait Saint-Thomé, c'était très parfaitement. bon, Saint-Thomé. Ouais, tu te souviens? Il nous avait montré la fève de cacao. J'avais jamais goûté une fève comme ça, Ouais, nature, ouais. nature. C'était très intéressant et ça allait très bien d'ailleurs avec le vin parce qu'elle est un peu tannique, donc ça s'accordait bien.
Ouais. Alors, tu as le Colheita, moi je l'ai pas ouvert parce que bon, je le connais par cœur et puis toi tu l'as en ouverture. Peut-être le décrire, les notes de dégustation, Oui. Anna? Donc là, on reste dans la famille des tawny, donc on va avoir surtout des fruits secs. Dans le Colheita 2005, spécifiquement, il y a un côté date qui me plaît beaucoup. Ça me fait penser plutôt je penserais à un marché d'épices au Maroc, quelque chose comme ça. On a des arômes de cannelle, ça sent la date, ça sent aussi l'abricot confit. Donc c'est des arômes assez exotiques dans le 2005. Et c'est un vin qu'on peut boire tout seul en méditation, comme on disait, mais on peut aussi l'accorder avec là des fromages pas durs, par exemple une vieille mimolette ou alors un vieux comté. Ça peut être un très bel accord. Niveau dessert, je choisirais plutôt des desserts caramélisés, une crème brûlée ou un flan. Ça peut être un dessert simple, hein, il y a pas besoin Ah, de bien sûr, ouais. beaucoup, mais des accords avec des desserts un peu caramélisés, ça fonctionne très bien avec les Colheita. Un cannelé, si vous êtes fan des cannelés bordelais, c'est très bien avec les Colheita 2005 aussi. D'accord, c'est ce que vous faites généralement à la propriété quand vous recevez en dessert, non? Oui, bah, chez nous, on fait en plus la tarte aux amandes parce qu'on a la chance d'avoir énormément d'amandiers au domaine. Ouais. Les amandiers se plaisent dans le Douro. Donc, on a nos amandes qu'on fait sécher à la quinta et on fait beaucoup de tartes aux amandes quand même. C'est très D'accord. bon avec. Alors, est-ce qu'il restait des... Ah bah non, on a fini là. Donc, on a fait le tour là Oui, déjà. bah, tu m'avais dit 1 heure, j'ai essayé de… Non, mais c'est super. Non, moi, ce que Parce j'aime que le beaucoup Porto, à travers... Bah maintenant, on se connaît aussi, Anna, on a déjà échangé, on a fait une soirée ensemble, donc la Prestige, qui était très oui, intéressante. Ouais, parce que tu peux très bien parler de Bordeaux, comme tu peux parler aussi de Sauternes, tu peux parler aussi de Dishnoko, donc en Tokaï. Là, ça me semblait pertinent de le faire aussi avec Noval, parce que ça, c'est une maison que j'aime beaucoup et que je vais référencer donc sur mon site, donc ça va être très intéressant. Mais en plus, tu es, à Porto, là, non? T'es où? T'es, oui, bon, je suis portugaise, donc forcément, quand je présente Quinta do Noval, c'est mon bébé. bah, Et j'y ai passé 3 ans en plus. Avant de représenter tous les domaines d'AXA Millésime, j'ai passé 3 ans à Quinta do Noval, d'Aldoro. Et c'est vrai que c'est un domaine que je connais par cœur et que j'aime beaucoup. Et étant portugaise, le Porto, c'est une fierté pour nous, c'est un icône de notre pays. Donc forcément, j'adore présenter le Porto. Alors juste pour parce que c'est vrai qu'on a parlé du vin rouge Porto, on a parlé aussi donc du fameux Porto. Tu connais les proportions de Porto, Porto vin rouge, vin blanc, non? Bah, le Porto blanc, c'est une toute petite production. C'est moins de 5% de ce qu'on fait. C'est vraiment une petite production. La grosse majorité du Porto est rouge. Quinta do Noval ne fait pas de Porto rosé. Il y a certains producteurs qui le font. Mais nous, on ne fait pas de rosé et on fait une petite quantité de Porto blanc qui est servi souvent à un cocktail. Euh, D'accord. Est-ce que tu avais goûté le Porto tonic? Non. Ah, Ah, ça, je l'ai goûté, faut qu'on le fasse. au domaine il y a 2 ans, mais après non, non. C'est du Porto blanc avec du Schweppes ou votre eau tonique préférée, des glaçons et une zeste de citron. Et c'est très bon. On boit ça au Portugal pendant l'été. Et au bord de la piscine à Quinta do Noval, alors c'est c'est encore C'est mieux. magique. Ah, Donc, si vous super. venez au Portugal, il faut venir nous voir. Il faut réserver une dégustation, une visite chez nous pour apprendre encore plus sur le Porto. Ouais, ouais. Alors, vous pouvez y aller avec le petit train hein, de Porto, justement, ça peut être très sympa pour aller jusqu'à Pinao, il y a environ une centaine de kilomètres. Et donc, ça se fait très, très bien. Eh ben, écoute, Anna, on va se quitter. Hein, donc, je te remercie beaucoup. C'était très sympa, très intéressant. Merci, Bah, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des masterclass, mais en présentiel, hein, parce que ça nous manque. Hein. Bah,
on va dire au revoir à tout le monde. Anna, je te laisse conclure. Donc, Oui, prenez soin de vous. Hein. Donc, on est à la veille de Noël. Donc, on va profiter de boire un peu de Porto. On va se faire plaisir. c'est Et ça. Anna, bah, je te laisse conclure et puis je vais Oui. arrêter le webinaire. D'accord? D'accord, bah, mais je voulais juste vous remercier et vous dire qu'on vous attend à la Quinta pour tranquer avec un verre de Porto. Saoud, santé. Saoud. Allez, au revoir. Et Saoud.